Bonjour à tous. Alors tout d'abord, bonne année 2021, meilleurs vœux pour cette année après une année de 2020 un peu particulière. On va commencer l'année assez fort avec la présentation d'une nouvelle montre qui est la plus belle montre de ma collection que j'ai acquise seulement il y a une dizaine de jours. Voilà, je vais vous raconter un peu pourquoi j'ai choisi ce modèle, comment j'en suis venu à le prendre et puis quelle fut l'expérience d'achat. Et voilà, n'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire dans la vidéo. Je réponds à tous les commentaires, toutes les questions, toutes les remarques. Donc n'hésitez pas. Et puis un dernier petit détail pour nous accompagner dans cette vidéo, une bougie de chez Diptyque, qui est une des marques de parfum que je préfère. Et cette bougie figuier qui est l'odeur, la senteur que je préfère également. Donc voilà, c'est parfait pour nous accompagner dans cette première vidéo de l'année 2021. Alors comme vous l'avez vu et je l'avais un peu teasé dans la dernière vidéo, il s'agit d'une Rolex. On verra ensuite dans le catalogue laquelle c'est, mais on va aller assez droit au but. D'ailleurs, je pense que je mettrai le nom du modèle en vidéo. Alors on ouvre la surboîte, donc toutes les Rolex viennent dans une surboîte pour protéger la boîte qui protège elle-même la montre. Donc c'est bien pour les maniaques de la propreté et de l'état des montres. Ça permet de protéger même la boîte qui n'est pas incroyable. Toutes les Rolex viennent dans le même genre de boîte. Elles peuvent varier un peu en taille en fonction des montres qu'on a à l'intérieur. Moi j'ai une montre assez petite, donc je vais avoir un des plus petits modèles de boîte. Mais voilà, relativement les proportions restent les mêmes, et donc elle est très simple, surtout quand on compare à d'autres marques de la même gamme de prix, on va dire. Parfois on va avoir des boîtes en bois laqué. Moi j'ai la boîte de la Speedmaster par exemple, qui est énorme en fait, même démesurée, elle doit faire à peu près cette taille là, donc on peut vraiment pas comparer avec beaucoup de choses à l'intérieur. Au final c'est sympa, mais ça sert pas à grand chose. Moi je préfère que l'argent soit mis dans la montre, donc ça me va assez bien. Donc on a une sorte d'imitation de cuir sur le dessus, mais c'est dur, ça ne bouge pas. Et puis la petite croix de Rolex. Et ensuite, quand on l'ouvre, voilà, on découvre la montre. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une Rolex Oyster Perpetual en 36 mm sur un fond noir, qui est peut-être la plus classique des classiques de chez Rolex et qui est celle que j'ai choisi d'acheter. Donc, avant de revenir à la montre, peut-être terminer le déballage rapidement. Alors, j'ai enlevé 2 maillons, ce qui veut dire que la montre est déjà assez petite. En règle générale, j'enlève plutôt 3 maillons sur mes montres parce que j'ai pas un très gros poignet. Là, j'en ai enlevé 2, ce qui veut dire que c'est probablement déjà plus à ma taille de base. Ce qui veut aussi dire que c'est pas fait pour les très gros poignets. Ça vient également avec un petit tag, je crois comme toutes les Rolex, ce qui veut dire que c'est certifié comme quoi c'est chronomètre, et ça a été contrôlé par Rolex. Donc elle est particulièrement précise pour une montre mécanique. Ce sera probablement la plus précise d'ailleurs des montres que j'ai. Même si ça restera moins précis qu'un quartz. Et puis ensuite on a une petite pochette, un petit volet ici dans lequel on va retrouver 2 choses. Alors déjà la carte de garantie qui est ici. Alors je vais pas la retourner parce qu'il y a le numéro de série dessus et ça il faut que je le garde secret entre guillemets. Enfin pas le numéro de série mais en tout cas le numéro de cette montre en particulier. Également le numéro du modèle. Et ensuite là on a un petit guide sur la garantie. Bon, c'est l'avantage des Rolex, et je crois que ça a été parmi les premiers à le faire, maintenant on en a de plus en plus qui le font, c'est qu'elles sont garanties 5 ans. C'est-à-dire le moindre souci avec cette montre pendant 5 ans, c'est Rolex qui le prend en charge, sachant qu'il y a, je pense, peu de chances que ça arrive, puisque Rolex est connu pour être plutôt robuste. Et ensuite, le manuel, qui est très très simple. En fait, il n'y a pas grand-chose à lire dedans, principalement parce que c'est une montre très très simple en fait. C'est parmi ce qu'on peut retrouver de plus simple d'un point de vue fonctionnement, puisque c'est une 3 aiguilles. On va avoir l'heure, les minutes et les secondes seulement, donc rien de particulièrement complexe à manipuler. Ce qui veut dire que je pense que le petit manuel d'utilisation ne va pas servir à beaucoup de personnes. Et donc pour terminer sur la montre, donc elle vient sur un beau petit coussin. Et cette montre, alors je vais essayer de zoomer un petit peu plus, voilà, comme ça. L'Oyster Perpetual, qui est un peu la Rolex par excellence, une des plus anciennes. Je crois que la première Oyster
montre Oyster en tout cas, pas perpétuelle, donc juste Oyster à remontage manuel, donc est sortie dans les années 20. Oyster, ce qui veut dire qu'elle est étanche, qu'elle peut aller dans l'eau, subir les projections d'eau et surtout être immergée sans problème. Et Perpetual, je pense que c'est à partir des années 40 ou 50 que ça arrivé avec un mécanisme automatique et donc qui se remonte avec un système de masse oscillante qui se recharge avec le mouvement du poignet. Donc c'est une montre très très classique hein, et vous pouvez le voir. Enfin, ce qui m'a plu en fait, c'est que c'est une montre qui est faite quasi à l'identique en termes de design et d'aspect des montres de l'Oyster Perpetual des années 60 par exemple. Ça a très très peu bougé, donc il y a eu des mises à jour, hein, des petits changements, les matériaux utilisés sont plus les mêmes, les proportions ont un petit peu changé, la taille des cornes et autres ça a un peu changé, le bracelet a changé lui aussi. Mais c'est assez léger. En fait, la montre, elle a vraiment un feeling très proche de ce qui se faisait déjà dans les années 60 ou 70 sur des Oyster Perpetual. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc, c'est la nouvelle Oyster Perpetual. Et quand je dis nouvelle, c'est qu'elle a été mise à jour en fait en septembre 2020. Annoncé par Rolex début septembre, mais est disponible dans la foulée. Ce qui a été mis à jour, c'est, alors je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas exactement tout, mais il y a deux éléments principaux qui ont été mis à jour. Le mécanisme déjà, ça c'est assez important, qui est passé, qui bénéficie maintenant des derniers mouvements Rolex, et donc qui est passé avec une réserve de marge de plus de 70 heures. Ce qui veut dire qu'on peut enlever cette montre de son poignet, ne pas la porter pendant 3 jours et elle restera à l'heure, et d'ailleurs particulièrement bien à l'heure. Ce qui est un sacré avantage, surtout pour ceux qui switchent beaucoup entre les montres, comme moi. Alors actuellement, comme je viens de la voir, je la porte beaucoup, mais je sais que dans le temps, je vais commencer à alterner avec d'autres montres. Et en fait, le fait qu'il y ait cette réserve de marche me permettra d'alterner sans avoir à la remettre à l'heure à chaque fois. Ce qui n'est pas trop le cas sur mes autres montres, où la réserve de marche est de maximum une quarantaine d'heures. Et donc voilà, ce qui veut dire qu'au bout de 2 jours, il faut la remettre complètement à l'heure. Ici, ce ne sera pas le cas. Donc ça, c'est un premier point positif que j'apprécie beaucoup. Et le deuxième élément qui a changé également, c'est au niveau du fermoir, qui est un fermoir Rolex, on va dire assez classique. On voit mes belles traces de doigts. Qui est très beau, qui est très solide. Hein. Quand on ferme, ça respire la qualité. On sent que ça va pas du tout s'ouvrir. C'est l'avantage de Rolex et sur lequel ils ont apporté donc un micro ajustement facile d'accès en fait. Ce qui veut dire que là, vous voyez en dessous, il suffit que je tire. Non, je dis une bêtise, c'est ici. Voilà, il suffit que je tire, vous voyez ici, là, et hop, ça libère en fait un demi-centimètre. Je crois que c'est ça, 5 mm, qui permettent de porter la montre de manière un peu plus large, qui est hyper pratique, notamment par exemple lorsqu'on voyage ou lorsqu'on passe d'un climat à un autre, on va avoir le poignet qui a tendance à gonfler. Ça permet de l'ajuster sans avoir à changer de bracelet ou à retourner en boutique pour ajouter un maillon ou autre. Ça permet de faire un ajustement de confort qui est vraiment bienvenu, surtout lorsqu'on porte cette montre très souvent et en toutes conditions. Et même moi, en fait, même dans un même type de climat, en fait, j'aime bien parfois les porter un peu plus loose et parfois j'aime bien les porter plus serrées au poignet, notamment lorsque ça doit passer sous une chemise, par exemple. Et ça me permet de faire cet ajustement en quelques secondes seulement. Voilà, là, j'ai libéré quelque part ce demi-centimètre et après, si je souhaite le remettre, j'ai plus qu'à clipser et j'appuie et voilà, c'est parfaitement solide maintenant et voilà, je peux la mettre au poignet. Maintenant, elle me serre un peu plus. Ça, c'est le réglage, on va dire, classique où elle me serre normalement et je peux la mettre un peu plus loose si je le souhaite. Donc voilà, d'ailleurs, bon, c'est l'occasion de montrer cette montre au poignet. Donc c'est une 36 mm, ce qui est, je pense, la taille parfaite pour moi. Hein. Je pense que c'est une taille qui peut convenir à énormément de personnes, surtout sur ce style de montre. Ça a une belle présence au poignet, mais ça reste assez discret. Ça a l'avantage aussi d'être une des Rolex les plus discrètes, hein, par rapport au Submariner, au Daytona ou autres, même au Datejust, hein, qui ont une lunette cannelée en or blanc qui réfléchit beaucoup la lumière. Ça passe relativement inaperçu. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai préféré aussi m'orienter vers ce modèle-là. C'est qu'on peut porter ça comme on porterait une Seiko. La majorité des gens se poseront même pas la question, ils ne verront même pas que c'est une Rolex et ça me va très bien.
Donc voilà, la petite particularité, alors je crois que c'était déjà le cas sur certains modèles auparavant, mais là ils l'ont généralisé, c'est les doubles bâtons au 3, 6 et 9, ce qui permet d'occuper un peu plus, avoir un peu plus de présence sur le cadran, sachant que voilà, ils sont appliqués sur le cadran, donc on peut voir il y a un petit relief, hein, ils ressortent un peu. Ce qui est du plus bel effet. Et donc le fond est noir, noir un peu soleillé, c'est-à-dire que ça réfléchit un peu la lumière. Alors là, on est en fin de journée, donc il y a moins de lumière. Je ne sais pas si on le verra beaucoup, mais voilà, c'est pas un noir mat, c'est pas un noir plat, ni glossy d'ailleurs. C'est vraiment, ça a de beaux reflets, notamment au soleil. Alors, ouais, comme je l'ai dit, il n'y a plus beaucoup de soleil, donc on le voit assez peu, mais ça fait partie du charme de cette montre. Et donc, elle est disponible dans différentes couleurs. Alors, on va dézoomer un petit peu, voilà. Je vais vous montrer ça. Alors, je crois que c'est aux alentours de la page 110. Voilà, Oyster Perpetual. Cette nouvelle Oyster Perpetual. Alors, on va monter un petit peu. Donc voilà, disponible en plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Donc ça, c'est 28, 31, 34. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que dans le catalogue, la noire, il ne la présente même pas en fait. Peut-être parce qu'elle est trop classique ou il voulait éviter de répéter, puisque comme il y a beaucoup de tailles et que les couleurs sont quasiment disponibles dans toutes les tailles. Enfin, en tout cas, sur la 36, je crois qu'on a quasiment toutes les couleurs. Ils ont voulu éviter cette répétition, mais voilà, en 36, ils mettent plutôt l'accent sur les modèles, les nouvelles couleurs qui sont sorties. Qui sont très très sympas, hein, mais qui me parlent moins. Je pense que c'est plus pour les personnes qui ont déjà d'autres Rolex et qui ont voulu une un peu plus fun, un peu moins sérieuse, un peu plus déjantée, différente des autres. Et auquel cas c'est pas mal. Moi, effectivement, c'était plutôt l'objectif d'avoir ma très belle montre qui soit facile à porter. Donc, si j'avais pris du jaune ou du corail, ça aurait pas été évident. J'ai essayé la verte qui est très jolie et pour le coup qui était un peu plus discrète que les autres parce que c'est un vert assez foncé. D'ailleurs, vous le voyez ici, hein, ça tend un peu vers le noir en faible éclairage. Mais le fond complètement mat, en fait, ça me plaisait moins. Ça réfléchit pas du tout la lumière. Et donc même si le vert est beau et si la montre était, je la trouvais assez jolie, j'ai pas eu le même coup de cœur qu'avec la version noire. J'ai hésité plutôt avec la version bleue, alors voilà, qui est même pas présentée d'ailleurs non plus en 36. Il les montre sur les 34. Voilà, il y a également ces trois versions-là qui sont disponibles, qui sont plus classiques, qui sont des couleurs qui étaient déjà présentes chez Rolex. Et donc moi j'ai beaucoup hésité avec la bleue, qui est également très sympa. Mais voilà, j'ai préféré m'orienter vers le noir pour une raison, c'est que je compte garder cette montre très longtemps en fait. Si possible toute ma vie, et donc je me suis dit ok, le noir ça me lassera peut-être moins que le bleu, parce que le bleu, même s'il a l'air assez sombre ici, le fait est qu'il prend beaucoup la lumière et qu'il réfléchit beaucoup la lumière, et donc voilà, ça un côté peut-être un peu plus sportif, un peu plus voyant aussi, et donc voilà, ça m'a fait un peu hésiter, et je préférais ne pas prendre de risques, surtout sur un achat à ce prix-là. Pour m'orienter plutôt vers la noire qui me plaît beaucoup et avec laquelle en plus, donc là je la porte sur un bracelet acier, et d'ailleurs la majorité des gens la portent sur bracelet acier, mais je compte bien lui passer un bracelet en cuir à un moment donné, peut-être essayer même du caoutchouc, parce que je pense que ça lui irait assez bien vu qu'elle reste assez sportive dans l'esprit, et donc voilà, je jouerai avec, et le fait d'avoir un fond noir permet un peu plus de liberté aussi sur le mariage avec les différents bracelets. Voilà. Et donc, si je joue un peu avec le trépied, voilà. Et donc, si j'ai décidé de m'orienter plutôt vers celle-ci et pas d'autres Rolex, c'était déjà parce qu'elle est disponible, en fait. Il y a quand même un souci chez Rolex, c'est qu'il y a beaucoup de montres qui sont compliquées à avoir. Quand je dis compliqué, c'est parfois impossible. L'avantage de celle-ci, alors c'est moins vrai maintenant, hein, mais elle est plus facile à trouver. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait, c'est plus aussi vrai qu'auparavant. Il y a encore quelques années, on pouvait aller en boutique Rolex et ils avaient toutes les Oyster Perpetual dans toutes les couleurs et toutes les variantes disponibles dans les tiroirs. Maintenant, c'est plus compliqué. À Paris, j'ai pas réussi à la trouver, par exemple. Impossible à voir. J'ai fait 3-4 grandes enseignes à Paris. Certaines m'ont dit de repasser dans un mois ou deux. D'autres m'ont dit que c'était même pas la peine parce que apparemment il y avait déjà pas mal de personnes qui souhaitaient l'acheter et qui s'étaient mis sur liste. Et donc j'ai réussi à la trouver à Lille, qui
qui est une ville dans laquelle je vais souvent, chez Lepage, donc qui est au niveau de la Grand Place de Lille, qui avait, un client l'avait réservé et c'était finalement désisté. Donc comme j'avais montré mon intérêt, ils m'ont rappelé quelques jours après en me disant que finalement elle serait disponible, et donc j'ai sauté sur l'occasion. C'était la seule disponible de toutes les couleurs, ce qui tombe bien parce que c'était celle que je voulais, et si j'avais pas pu l'avoir, j'aurais pu la réserver et attendre quelques mois avant de l'avoir. Donc même l'Oyster Perpetual commence à devenir compliqué, mais on n'en est pas encore au niveau des Submariner ou Daytona ou autres qui sont quasi impossibles à avoir. Et donc voilà, j'ai préféré m'orienter vers celle-ci parce que je la trouve plus simple, moins voyante. Bon, il n'y a pas tout ce côté histoire, la Submariner avec James Bond ou l'Explorer avec les sommets et autres, mais voilà, bon, ça me parle pas trop de toute façon. Même si c'est pas une montre qui est catégorisée comme professionnelle dans la gamme Rolex, elle a quand même quasiment toutes les caractéristiques, si ce n'est toutes en fait. Pour moi, c'est un peu, même si c'est la Rolex la plus accessible, elle marche vraiment dans la même catégorie que d'autres, que l'Explorer par exemple. Elle a le même mécanisme que la nouvelle Submariner. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très similaire. Le design change, certaines fonctions changent forcément. Mais en termes d'esprit, on y est vraiment, et sans avoir voilà, ce côté, cette image un peu de la Submariner qui peut déplaire. Ce que j'aime beaucoup dessus, c'est qu'elle peut paraître assez droite lorsqu'on la prend de face, et puis lorsqu'on la met de côté, ici on a beaucoup d'arrondis. Ça la rend elle est moins anguleuse. Voilà, on a cet arrondi qui est très très beau ici, que j'aime beaucoup, qui est plus marqué sur les vintage que sur celle-ci, mais qu'on retrouve quand même. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça fait partie vraiment des éléments de design qui m'ont vraiment plu dans cette Oyster Perpetual. Et dernier élément, peut-être pourquoi je ne l'ai pas pris en vintage, parce que je m'étais posé la question, à ce prix-là, ça vaut le coup de regarder le secondement en général. En fait, en quelques années, le vintage même en quelques mois, je trouve, les prix ont explosé en fait. Et quand j'ai regardé sur Chrono 24, des vintage en Oyster Perpetual en 36 mm, en fait, il n'y en avait quasiment pas. Et celles qu'il y avait, elles étaient au prix du neuf en fait. Donc pour moi, le vintage, je trouve ça assez joli, mais par contre, ça m'attire pas outre mesure en fait. Voilà, le fait de porter la montre de quelqu'un d'autre, le fait de se dire elle a une histoire, oui, mais ça me parle pas trop en fait, parce que c'est une histoire qu'on connaît pas hein, lorsqu'on l'achète sur Chrono 24. Donc c'est un peu acheter du romantisme, moi ça me parle pas trop. Donc j'ai préféré m'orienter vers du neuf voilà, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir assez rapidement. D'autres vont attendre peut-être un peu plus, mais elle est quand même assez disponible hein. Si on est un peu patient, on pourra la trouver sans trop de problèmes. Et ça me permettra surtout de créer ma propre histoire avec en fait, parce que voilà, le temps ça ne s'achète pas, et dans 30 ou 40 ans elle sera vintage, et elle sera vintage avec des histoires que j'ai vécues avec moi-même, et donc je pourrais par exemple la transmettre avec un de mes proches ou un de mes enfants, et là pour le coup je trouve que ça a plus de signification que de l'avoir acheté sur Chrono 24. Voilà. Surtout que vraiment en termes de design, elle est vraiment très proche hein, de ce qui se faisait il y a encore 40 ou 50 ans. C'est assez dingue de se dire que ces montres-là, on pourrait les porter, faire un saut dans le passé et les porter, que ça ne se remarquerait même pas que c'est une montre neuve. Alors que si on vient avec le reste de nos accessoires et de nos vêtements, bah, ça sauterait un peu aux yeux. Donc c'est vraiment une des forces de Rolex, hein, c'est ils ont réussi à créer un design qui reste très fort, et surtout qui ne vieillit pas. Ils ne sont pas trop pliés aux modes. Et donc ça permet d'avoir des montres qui, je sais que dans 30, 40, 50 ans, je pourrais la porter, et elle sera toujours aussi belle en fait. Elle ne sera pas connotée d'une époque, ou passer complètement de mode, comme c'est le cas sur certaines montres des années 70 ou 80 par exemple. Et ça, c'est une des forces de Rolex. Donc voilà pour la présentation de cette Rolex Oyster Perpetual. Il commence à faire nuit, donc je vais couper la vidéo, et puis surtout ça fait déjà 19 minutes que je parle, donc je pense que vous avez largement entendu de tout ce que j'avais à dire dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, comme je le disais. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que je ferai d'autres vidéos sur cette montre en fonction des remarques, des suggestions ou des questions que je vais avoir aussi dans les commentaires. Et puis là, parce que tout simplement ça fait seulement 10 jours que je l'ai, donc je la découvre encore hein, et
probablement que dans les semaines et mois à venir, j'aurai plus de choses à dire dessus. Le fait est que là, pour le moment, c'est une super montre. Je vais peut-être faire le dernier petit rituel qui est l'intégrer officiellement dans ma boîte de montres. Hop là, puisque j'ai fait de la place, forcément. Donc, comme je l'avais présenté dans la dernière vidéo, il y a la Baltique qui nous a quittés, et donc que je regrette un petit peu. Mais ce qui fait une place ici, et puis il y a celle-ci qui a rejoint la collection très récemment, qui donne un côté un peu plus fun à ma collection. Et donc je vais pouvoir la prendre et faire cette petite cérémonie d'officialisation de la montre dans ma collection. Voilà, et donc voilà l'état de ma collection au bout de, je pense, 5 ou 6 ans. Je pense que c'est celle-ci la plus ancienne que j'ai achetée, il doit avoir environ 5 ans. Et voilà, j'ai fait une autre vidéo sur toute ma collection, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur ma chaîne. Et donc pour 2021, je vais probablement me calmer, parce que là, c'était un sacré achat celle-ci, donc on va prendre son temps, en profiter, et voilà, j'aurai d'autres projets de toute façon pour 2021, donc restez connectés, et puis à la prochaine.